Les fondus de l'Arctique, Erwan Seznec, illustré par Vincent Bourgeot, École des loisirs 2017. 4 enfants sur un iceberg à la dérive, avec un ours blanc en ligne de mire. Mais comment en est-on arrivé là? C'est ce que nous raconte Antoine Delamoute, qui maudit la publicité qui l'a entraîné dans cette galère au pôle Nord. Il a gagné un concours organisé par les Poissons Panés Celsius. Le thème, Imaginer l'Arctique en 2045. Antoine a trouvé une idée super originale. Parler du point de vue du plancton. Vous savez, ces petites bestioles minuscules dont se nourrissent les baleines. Ils sont 3. Il y a d'abord Marie, qui a reconverti les pêcheurs inuits en guides touristiques, et Joris et Julien. Je me suis tournée vers Julien, le grand maigre, et je lui ai demandé sur quel thème il avait rédigé son livre propos. Il s'est incliné vers moi, en plongeant dans les miens ses yeux écarquillés. Je suis la dernière des morues. Pardon? Parfaitement. Mon libre propos. J'ai parlé de l'épuisement des ressources à cause de la surpêche. Je l'ai raconté à travers les yeux de la dernière des morues. J'ai fait une moue admirative. C'était rudement original. Joris m'a confié que la biologie était sa passion et qu'il espérait devenir scientifique plus tard. Et toi, Julien, sur quoi as-tu écrit ton libre propos? Sur rien. C'est vaste, a remarqué Joris en haussant les sourcils. Je n'ai rien écrit du tout, a précisé Julien. Comment tu es arrivé ici dans ce cas? Tu as triché? Julien lui a fait signe de parler moins fort. Il a jeté un regard vers la porte, puis s'est penché vers nous avant de continuer d'une voix sourde. Écoutez, on ne se connaît pas, mais on va partager une cabine pendant 1 mois. Alors je préfère être franc avec vous, je ne m'appelle pas Julien et je n'ai pas gagné. D'ailleurs, je ne mange pas de panais, j'ai horreur du poisson. J'ai pris la place de mon grand frère. C'est lui qui a participé au concours. Ce n'est que le début d'une suite de gags et de rebondissements rocambolesques qui conduisent les 4 compères jusqu'à l'Arctique. Ils partent en compagnie du capitaine Roskaï, son second, un scientifique, et le PDG des usines Celsius. Mais ces adultes ont des comportements vraiment étranges. En effet, le capitaine ne mange que la moitié de son assiette, et Anselme Celsius perd la raison lorsqu'il se rend compte que son concurrent ennemi de longue date a organisé le même genre d'expédition, mais en mieux. Le bateau est peint en couleurs de la marque, les jeunes sont beaux comme dans une publicité, et le navire leur passe devant. L'équipée de la suspicieuse va tout faire pour s'en sortir et redorer l'image des panés Celsius d'une façon plus qu'improbable. Sixtine, volume 1, L'or des Aztèques. Scénario de Frédéric Maupomé. Illustration de Aude Soleillac. La jeune Sixtine vient de perdre son père et accompagne sa mère pour répandre ses cendres dans l'océan. Pendant que sa maman confie sa peine à une amie, Sixtine s'éloigne d'elle pour aller jouer sur la plage. Soudain, 3 fantômes de pirates aux mines patibulaires débarquent non loin d'elle. Mais Sixtine n'a pas du tout peur d'eux et s'approche pour faire connaissance. Il y a le capitaine Archambault, Igor le muet et Tranche-Trogne le jovial. Comme ils se sont bien amusés, Sixtine leur propose de l'accompagner jusque chez elle. « Sixtine !»« Faut que j'y aille. »« Vous voulez venir ?» La petite s'est endormie. J'espère qu'elle n'a rien dans les poches. Elle ramène toujours des bêtises de la plage. Sixtine est la seule à les voir. Ils vont dès lors veiller sur elle et apparaître dès qu'elle aura besoin d'eux. Donc on la retrouve 9 ans plus tard. Elle est au collège et toujours accompagnée des 3 pirates qui ont fait d'elle une jeune fille intrépide et courageuse, passionnée de piraterie. Avec eux, elle poursuit son entraînement de pirate et fait les 400 coups. Depuis que Sixtine les a rencontrés, il ne se passe pas un jour sans qu'elle les voie. Elle se confie à eux, grandit à leur côté et se forge une personnalité pour le moins étonnante. Depuis la mort de son père, Sixtine vit toujours seule avec sa mère qui cumule les petits boulots pour payer la maison. Mais les dettes s'accumulent dangereusement et un avis d'expulsion vient de leur être remis. Sixtine ne sait rien de ses origines paternelles, car sa mère a toujours refusé de les lui dévoiler. Mais la découverte du livret de famille
la conduit au domicile de sa grand-mère qui lui refuse l'entrée. Mais la vie de Sixtine va prendre un nouveau virage, car les histoires de pirates recèlent toujours de merveilleux trésors. Mes premiers nichoirs d'Emmanuel Kessir le Petit, illustrés par Laurie de Brondeau, édition de La Grenouille 2017. Sais-tu que 30% des oiseaux ont disparu des campagnes françaises depuis 15 ans? Autrefois, à la campagne comme en ville, les oiseaux trouvaient facilement des abris ou nichés. Aujourd'hui, ces cachettes se font rares. À la campagne, d'immenses champs ont remplacé les anciens bocages et les vieux arbres sont abattus. En ville, les bâtiments anciens sont démolis et les oiseaux ne trouvent plus d'endroit où installer leur nid. Ils ont donc plus de mal à se reproduire ou à passer l'hiver au chaud. Installer un nichoir dans un jardin ou sur un balcon, c'est donc aider les oiseaux à survivre et à faire des petits. Une belle façon de protéger la nature et de se débarrasser de nombreux insectes nuisibles, car bien des oiseaux sont insectivores. À Nanterre, lorsque tu lèves les yeux, tu peux voir passer des vols d'oies en migration. Dans les parcs, tu vois aussi les pies, les corneilles et des pigeons. Tu t'es peut-être rendu compte qu'il y a aussi de plus en plus de perruches vertes. Mais as-tu déjà porté attention aux autres oiseaux, plus petits et plus difficiles à observer? Ce livre te permet de construire 5 nichoirs et une mangeoire en bois. Mais pour cela, il faut bien connaître les habitudes des oiseaux. Sais-tu qu'il ne suffit pas d'accrocher une mini-maison dans un arbre pour faire venir les oiseaux? Chaque espèce a sa préférence. Petite entrée étroite pour les mésanges, large plateforme pour les rouges-gorges. Il faut aussi être attentif à la matière et à l'endroit où installer le nichoir. Comment le préserver des chats et autres prédateurs? Faut-il le mettre à l'ombre ou au soleil? Construire un nichoir nécessite un peu d'aide et de matériel. Peut-être pourras-tu profiter des vacances pour le faire avec un adulte. Un parent, un grand-parent, un animateur, seul ou avec d'autres enfants. C'est sympa de réfléchir ensemble et c'est important de se préoccuper de la survie des oiseaux. Ainsi, tu apprendras à connaître les habitudes de vie des oiseaux et tu contribueras à la protection des espèces. Ali Blabla, texte d'Emmanuel Trédez et dessin de Benoît Pérou aux éditions Didier Jeunesse. Ce roman plein d'humour nous fait voyager au pays des 1001 nuits. Alors comment est née cette idée d'Ali Blabla, de mon roman Ali Blabla? Comme ça m'est déjà arrivé pour d'autres livres, tout est parti en fait de ce jeu de son qui est le titre Ali Blabla. C'est-à-dire qu'à travers cette idée-là, je convoquais à la fois l'humour, bon, un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut, un jeu de son disons, mais aussi l'univers des 1001 nuits et finalement un des traits de caractère d'un des principaux héros du livre, Ali, un des deux jumeaux, qui va s'avérer être un bavard. Ali et Ahmed sont jumeaux. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Au niveau du caractère, en revanche, ils sont très différents. Ali, l'aîné, est drôle et curieux de tout. Ahmed, le cadet, est jaloux, envieux et méchant. Un jour, le père des jumeaux explique à Ali qu'il est temps de se marier. Ali, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je reviens du palais du grand vizir. Nous nous sommes mis d'accord pour que tu épouses sa fille. L'affaire est conclue. Pour Ali, ce fut un choc. Père, je ne veux pas me marier. Je suis trop jeune. Trop jeune? Voyons, à ton âge, j'étais mariée depuis 2 ans. Mais enfin, je n'aime pas cette fille. Je ne la connais même pas. Tu apprendras à la connaître et à l'aimer, j'en suis sûre. Père, vous ne comprenez pas. Je ne veux pas épouser une fille que je n'aime pas. Fût-elle la fille du grand vizir? Soudain, l'expression du marchand se durcit. Il était irrité par la réaction de son fils. C'est toi qui ne comprends pas. Je ne te demande pas ton avis. Un mariage comme celui-là, ça ne se refuse pas. C'est bon pour le commerce, c'est ça, hein? Comment oses-tu? Je fais ça pour toi, Ali. Plus tard, tu me remercieras.
Ali fuit donc le palais pour échapper à ce mariage arrangé. Et ce départ est l'occasion rêvée pour Ahmed de prendre la place de son frère. Ali se réfugie dans le souk et ouvre une boutique où on peut trouver 1001 merveilles. Des tapis volants, des lampes toutes plus originales les unes que les autres, dont certaines abritent même un génie. Son échoppe ressemble en tout point à la caverne d'Ali Baba. Son talent de vendeur est tel que les clients repartent rarement les mains vides. Grâce au spectacle bien rodé de ses amis, Farid le fakir et Kamel, un chameau doué de parole, la caverne connaît un succès incroyable et sa renommée parvient jusqu'au palais du grand vizir. Un matin, quand la belle Kenza, jeune servante de la princesse Baya, arrive à la boutique, c'est le coup de foudre immédiat pour Ali, qui va tout faire pour tenter de la revoir. Mais c'est sans compter sur les manigances de son frère Ahmed, qui en a profité pour usurper son identité. Notre héros va tout faire pour prouver que le vrai Ali, c'est bien lui.